Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Éric Soyer, bonjour. Bonjour. Alors je vous présente, vous êtes scénographe, comment on dit scénographe, vous occupez des lumières, décorateur, comment je dois vous appeler Scénographe c'est très bien, ça comprend l'ensemble, le dessin de la scène on va dire. Alors là, c'est à l'occasion de la reprise d'un opéra qui est absolument magnifique, L'Inondation, sur une musique de Francesco Filidei, et un livret de Joël Pomera qui sera redonné à l'Opéra Comique du 27 février au 5 mars prochain. Ça avait été donné en 2019, c'est une création C'est ça, oui. au long cours, avec un travail qui avait été très étalé dans le temps à l'époque, Éric Soyer. Oui, on a dû démarrer en 2017 je pense. Et il y a eu un travail conjoint d'écriture du livret et d'écriture musicale, de manière à ce que les deux puissent avancer ensemble. Et aussi se nourrit on va dire, de l'écriture scénographique et donc du jeu des comédiens dans le travail de recherche. Bon, il se trouve que pour cet opéra qui a déjà été donné, le décor est particulièrement spectaculaire. C'est une sorte d'immeuble en coupe. Comment est venue l'idée ? Parce que justement, quand on lit les notes d'intention dans le programme qui avait été édité en 2019, il y a eu tout un travail conjoint entre Joël Pomera et vous. Mais c'est venu tout de suite, cette idée ? L'idée est venue très très rapidement en fait. Donc c'est Joël qui a voulu, qui a initié ce projet en choisissant donc une nouvelle de Zamiatine, qui elle-même, de toute façon, induisait quelque part cette idée de pouvoir voir les actions simultanées de différentes familles dans un immeuble. Donc finalement, voilà, l'idée n'a rien de novatrice. Après, c'est le traitement qu'on en fait qui au théâtre ou à l'opéra devient spectaculaire. Alors cette nouvelle, elle date de 1929, Zamiatine qui après, au début a été poursuivi par la police tsariste, après a été proscrit par le régime stalinien, donc a subi toutes les affres. Il a même travaillé en France, il a même collaboré au bas-fond de Jean Renoir, enfin il a une vie incroyable, Zamiatine. Et cette nouvelle est très estomacante quand on la lit. C'est une sorte de choc, parce que c'est une nouvelle brève, enfin, soit une nouvelle longue, soit un roman bref. Et justement, Joël Pomera, c'était une nouvelle qui le hantait. Oui, je pense que c'est quelque chose en fait qu'il avait lu il y a longtemps et qu'il avait, comme vous dites, estomaqué, en tout cas profondément marqué. Et quand il s'est posé la question donc de l'écriture d'un opéra, puisque c'est, on va dire, le premier opéra qu'il écrit, nous en avions déjà fait 3 précédemment, mais qui étaient finalement des reprises de pièces que nous avions créées avec la compagnie Louis Brouillard, reprises sous une forme opératique, donc une réécriture d'un livret à partir d'une pièce. Et là, du coup, il a écrit à partir de cette nouvelle qui, je pense, oui, l'avait profondément marqué, mais il y a très très longtemps. Effectivement, l'époque de cette écriture aussi est un peu hallucinée. Ouais, je pensais à ce roman qui s'appelait, je ne sais plus, Écriture avec cocaïne ou quelque chose comme ça. Oui, roman russe aussi. Oui, roman russe. En cette époque d'écrivain russe, c'était quand même particulièrement trouble et une écriture très incisive, très dynamique. Alors ce décor, ça évoque aussi quand même la vie mode d'emploi de Georges Perec. Alors oui. Je ne sais pas comment ça s'est venu aussi, mais dès qu'on le voit, ça saute aux yeux et à l'esprit. Oui, alors après, en fait, finalement, c'est un procédé cinématographique assez convenu, qu'on voit peu sur scène parce que ça demande du temps, des moyens, et c'est un décor finalement aussi très très contraignant pour pouvoir répondre à tous les points de vue dans un opéra comme l'Opéra Comique, ou en tout cas un opéra, une salle à l'italienne, où du fait du fer à cheval et de la disposition des spectateurs au parterre et à tous les balcons, en fait, de pouvoir aménager une visibilité pour tous les points de vue, quoi. Donc c'est pas des décors très faciles à mettre en œuvre. Non, mais d'autant que c'est une coproduction. Alors là, il y aura l'Orchestre de Chambre de Luxembourg. C'est une coproduction avec Angers, Nantes, l'Opéra de Rennes, le Théâtre de la Ville de Luxembourg, l'Opéra de Limoges. Donc c'est des maisons d'opéra qui sont très différentes de l'Opéra Comique. Donc ça veut dire une contrainte pour le décor que vous devez prévoir en amont. Comment ça se passe ? Alors effectivement, on prend en compte
les dimensions de chaque cage de scène qui varient un petit peu. L'opéra comique étant un petit peu plus grand que l'opéra de Rennes et l'opéra de Nantes où nous avons aussi joué. Mais ces 3 théâtres restent des théâtres à l'italienne, donc avec voilà, un peu la même disposition du public. Pour ce qui est du Luxembourg, ça va être encore un petit peu différent parce qu'on est dans une salle plus moderne. Du coup, oui, on prend en compte ces contraintes et on peut finalement retirer certaines parties du décor de manière à pouvoir se reproportionner, on va dire, aux dimensions du lieu dans lequel on va jouer. Mais là, on est à l'opéra, donc ça veut dire qu'il y a un problème acoustique. C'est-à-dire que quand vous élaborez un décor qui est très compliqué comme celui-là, vous devez aussi prévoir que les gens vont chanter dans ce décor. Oui, alors là, je pense que en fait, pour les chanteurs, c'est un décor parfait pour chanter parce que finalement, on a peu de profondeur et on a beaucoup de matériaux, somme toute, assez réverbérants. Donc ils adorent ça. Eux, leur cauchemar, en fait, c'est d'être entourés par des matériaux qui vont absorber leur voix. Donc là, finalement, non, au niveau acoustique, on est assez peu contraint puisqu'on est assez proche du public. Ce qui change un petit peu et qui était, on va dire, la très grande inconnue, c'est finalement du fait du dispositif. Donc on a des gens qui sont au niveau du sol, des gens qui sont à 2 mètres du sol et on monte comme ça jusqu'à quasiment 6 mètres. Donc c'est assez rare qu'on ait un chanteur en fait qui chante à 6 mètres. Mais l'acoustique, on a été très très agréablement surpris parce que finalement, l'acoustique est tout aussi bonne pour quelqu'un qui est à 6 mètres du sol qu'au ras du sol. Donc, je sais pas, il y avait une forme de génie, en tout cas des acousticiens de l'époque, pour pouvoir voilà, restituer à ces points qu'on utilise peu, restituer voilà, la qualité vocale. Et vous, Éric Soyer, vous venez donc du milieu de la danse, en fait, au départ. Vous êtes scénographe pour des chorégraphes. On pense à Prège Locage ou à d'autres. Mais vous êtes venu par le biais de la danse vers le théâtre et l'opéra ou... Alors non, en fait, je suis venu d'abord au théâtre et j'ai rencontré Joël Pomera, donc il y a... je pense 28 ans maintenant. 97, je crois. Voilà, c'est ça, donc je compte pas, mais un certain temps. Et on a fait un long chemin ensemble avec la compagnie Louis Brouillard. On a créé 20 pièces. 20 pièces vraiment de création. Nous avons un répertoire de pièces qui jouent, qui est sur la route. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis ouvert à d'autres domaines, et notamment la danse. Qui m'a offert, on va dire, une forme de recherche un petit peu plus abstraite, un peu plus d'abstraction. Et donc là, j'ai rencontré un certain nombre de chorégraphes, dont Angelin Prège Locage, avec qui je collabore depuis maintenant 7 ou 8 spectacles, donc peut-être cette année aussi. Et d'autres chorégraphes comme Maud Le Pladec, qui est donc plus dans une génération plus jeune. Ou aussi des artistes plus visuels comme Théo Mercier, encore plus jeune. Enfin voilà, j'ai la chance finalement d'avoir pu m'ouvrir après le théâtre à l'opéra. Donc les premiers opéras, ça a été avec Joël. Puis après, j'ai rencontré aussi d'autres producteurs. Oui, alors le premier opéra qu'on a fait en fait avec Joël, c'était dans le tout premier opéra que j'ai fait. En fait, c'était pas avec Joël, effectivement, c'était avec Thierry Thioniang, qui est un chorégraphe. Et le compositeur Oscar Strasnoy, sur un livre, une écriture de Alberto Manguel. C'était au Festival d'Aix en extérieur, un très beau souvenir au Grand Saint-Jean. À titre personnel, j'ai un souvenir merveilleux d'un spectacle auquel vous avez collaboré, c'est Le Partage de Midi, dans une mise en scène d'Yves Bonnen à la Comédie Française. D'abord, il y avait la révélation de Marina Hans et puis les autres acteurs. Oui, il y a une très très belle distribution. Mais c'était aussi, il y avait une adéquation totale entre le décor et la pièce. Alors sur ce spectacle, du coup, j'ai pas du tout fait le décor. Pardon. Non, mais c'était pas moi. Moi, j'avais fait les lumières, juste. Voilà, c'est un peu les premières excursions où je suis sorti pour faire des éclairages et éclairer donc l'espace d'autres personnes. Et alors là, vous faites les deux. Vous faites à la fois la scénographie, le décor et les lumières. Vous avez besoin de cette complémentarité Pour moi, finalement, ça a toujours été très, très proche. Les matériaux sont différents puisque la lumière est plutôt quelque chose
d'impalpable, d'immatériel, et que le décor, au contraire, on a des choses construites, donc très, très, très concrètes. Mais pour moi, l'un va pas sans l'autre. Enfin, dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, l'un va pas sans l'autre. Alors, oui, mais c'est souvent des métiers qui sont très différents. Qui sont sur deux casquettes différentes. Oui. Le décorateur, souvent, n'est pas le même que la personne qui s'occupe des lumières. Complètement. Et vous avez besoin des deux. Oui, de par mon parcours, finalement, j'ai appris à faire les deux. Et j'ai trouvé que quand je réfléchis à des espaces, en fait, je réfléchis aussi bien à la manière de le construire avec des choses concrètes, des murs, voilà, que de le construire avec des choses plus abstraites qui sont les entrées de lumière, la manière dont finalement on va donner corps à une architecture. Oui, mais alors, excusez-moi, parce que je pose des questions de profane. Vous concevez un décor, ça on va en parler aussi, mais les lumières, vous devez les concevoir, vous les concevez in situ quand la mise en scène est déjà en place, au fil du spectacle, ou ça peut être fait en amont aussi? Alors, c'est souvent, on va dire, en deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a l'étape de conception où, finalement, c'est une étape assez technique qui permet de prévoir où on va accrocher en fait les éclairages, les projecteurs. Donc tout ça se fait sur plan conjointement finalement avec les plans du décor. Donc ça c'est fait avant. C'est ce qu'on va appeler l'outil ou la préparation des ingrédients, si on prenait une petite métaphore culinaire. Et puis après effectivement l'assemblage se fait pendant les répétitions, c'est-à-dire le dosage. La construction de la partition lumineuse, l'élaboration de la partition lumineuse, elle se fait finalement avec les artistes sur scène. Oui, alors là justement c'est une reprise, donc c'est un spectacle qui avait été donné, il y a quelques chanteurs qu'on retrouve, notamment Chloé Brio et d'autres chanteurs, donc ce ne sont pas forcément les mêmes qui vont incarner les rôles, il y en a qui sont plus grands, plus petits ou je ne sais quoi, donc ça veut dire un travail au fil du spectacle qui est très différent aussi. Alors le travail lui-même n'est pas très différent, mais par contre à chaque reprise de spectacle, on réajuste. Donc on réajuste les costumes, on réajuste les lumières, voilà, on réajuste tout de manière à retrouver la fluidité de la création initiale. Alors quand on lit le programme qui avait été édité en 2019, il y a toute une chronologie. On se rend compte qu'en 2009, Olivier Mantelli, donc qui dirigeait à l'époque l'Opéra Comique, rencontre Joël Pomera. Et qu'en fait l'inondation, l'idée a été fixée en 2016 pour une création en 2019. Et vous intervenez donc en 2018. C'est très intéressant. Donc vous êtes à ce moment-là avec Joël Pomera et vous essayez d'élaborer comment ça se passe. Alors la cuisine justement, puisqu'on parle cuisine. C'est assez simple en fait. Donc on se voit, on discute. Déjà il m'expose le projet et le processus dans lequel donc il s'est engagé. Il m'en parle déjà avant pour voilà savoir si ça m'intéresse, si je suis disponible, tout ça. Et puis, donc on se voit et il me raconte un petit peu la manière dont il va aborder l'œuvre, puisque notamment par rapport à l'écriture originale de la nouvelle, en fait, il y a quelques modifications un petit peu, on va dire, dans l'ordre des choses, de manière à pouvoir amener l'œuvre sur scène et lui donner... le suspense dont on a besoin pour pouvoir construire la dramaturgie du spectacle. Donc il m'expose tout ça, on discute, l'idée de l'immeuble vient assez rapidement, puis en fait on fait une suite de rendez-vous où j'élabore des dessins, des maquettes. Très très vite sur ce projet on a travaillé en maquette pour pouvoir visualiser donc en petit mais dans la réalité ce qui nous intéressait de voir de ces immeubles, et notamment la complexité, c'est de savoir comment on allait faire vivre ou pas l'escalier. Finalement, on a décidé, pour des raisons aussi de dimension, que les escaliers seraient hors champ. Mais c'est des questions qui sont restées longtemps en suspens. Comment on allait faire vivre l'arrière de l'immeuble, qui allait nous donner quelques indications sur l'arrivée et la sortie des personnages. Puis, une fois donc on se met d'accord sur un principe de maquette, on passe à l'étape suivante qui est le
registre, le style de ces appartements. Donc là, on se nourrit la réflexion, on élargit aussi au costume avec Isabelle, et on vient nourrir en fait cette réflexion d'un certain Isabelle nombre, Defin. exactement, Isabelle Defin, d'un certain nombre d'échanges d'images pour trouver une cohérence et un registre qui puisse nous situer finalement dans le temps, on va dire, dans un passé mais relativement peu identifiable. On ne peut pas dire, là voilà, on est dans les années 60, on ne peut pas dire on est dans les années 30, décor. Ouais. mais néanmoins on n'est pas aujourd'hui. Donc voilà, on cherche finalement on va dire l'aspect plus esthétique du spectacle, qui inclut donc cette réflexion de Joël, d'Isabelle et de moi pour trouver cette cohérence. Puis l'étape suivante, c'est donc de faire une vraie maquette avec les couleurs, les matériaux, de présenter cette maquette à l'ensemble en fait des parties, donc l'Opéra Comique, l'Opéra de Nantes, l'Opéra d'Angers, tous les coproducteurs, de commencer à discuter sur la réalité, comment le fabriquer, les coûts de fabrication, combien de temps pour le monter, enfin voilà. Donc là, on rentre dans une dynamique avec beaucoup d'allers-retours pour finalement trouver, résoudre l'équation, notamment financière, parce qu'on est quand même là sur des constructions qui demandent aussi une étude, et notamment une étude de sécurité, puisqu'on fait monter des gens donc dans des étages au vu du public. Une fois qu'on a résolu tout ça, on lance la fabrication. Et là, donc, on rentre dans le processus d'atelier. Donc, c'est les ateliers de Nantes, avec un très très bon bureau d'études, Jean-Pierre Druel, donc, qui lui a dessiné techniquement finalement et a permis que techniquement ça puisse exister, puisque la grande difficulté, c'est de pouvoir le monter, le démonter dans des temps acceptables, et que ça puisse aussi répondre à toutes les mesures de sécurité. Et puis arrive le montage, et puis arrivent les répétitions. Et là, c'est quand même assez frappant parce que c'était donné 4 ans après la création. C'est quand même très rare qu'un opéra contemporain soit redonné comme ça en si peu de temps. C'est formidable, quoi. Ouais, nous sommes très très heureux de ça, puisqu'effectivement, malheureusement, Oui, c'est plus facile de créer que de recréer. Voilà, oui, puis l'opéra contemporain n'a pas évidemment le bassin de public qu'on aurait pour du répertoire. C'est pas un opéra de Verdi. Voilà, c'est ça. Mais justement, on parle du génie de Verdi, mais on peut aussi parler du génie de Francesco Filidei, parce que la musique, elle est incroyable. Et justement, pour les gens qui pourraient être un peu, non pas effrayés, mais réticents à écouter un opéra contemporain, c'est une musique qui est prenante du début à la fin. Votre collaboration, c'était exclusivement avec Joël Pomera ou aussi avec le compositeur Éric Soyer? Alors moi, au moment de l'écriture, j'ai assez peu finalement de contact avec le compositeur. Après, c'est au moment finalement où démarrent les répétitions, au moment où je découvre la partition, où là, ça va vraiment nourrir la manière dont je vais écrire moi la partition des Lumières. Parce que évidemment, la musique, le son, d'une manière ou d'une autre, est le partenaire le plus en résonance avec la lumière. Puisqu'on est vraiment sur des matériaux, un s'adresse aux yeux, l'autre aux oreilles, mais voilà, des matériaux en tout cas qui se font écho, et un écho très très fort, et un écho très, très abstrait. Mais pour moi, c'est très important. Tout comme par exemple quand je travaille avec des danseurs, le corps des danseurs sur la scène va être vraiment le premier élément d'inspiration pour pouvoir finalement élaborer la partition de la lumière.
Mais vous, Éric Soyer, dès le début, quand vous avez entrepris des études, je crois à l'école Boulle, c'était dans le but de de travailler sur la scénographie, de faire du décor de théâtre, d'opéra, ou alors, ou non, vous avez étudié et puis c'est venu après. Quand vous étiez petit, vous regardiez les films de Carnet Troner ou Meyerson ou d'autres, en vous disant c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire, ou alors vraiment c'est venu par la suite. C'est venu plus tard. Après, j'ai toujours eu, on va dire, une attirance pour la scène. Au lycée déjà, mais c'était assez flou et assez confus l'endroit où je pourrais en faire quelque chose. Et finalement, donc j'ai fait ces études d'art appliqué qui étaient sur les architectures éphémères, mais qui n'étaient pas orientées sur la scénographie ou le dessin de la scène. C'était plus orienté sur les architectures éphémères commerciales, on va dire. Mais ça m'a pas du tout plu. Et donc j'ai démarré en fait dans un tout petit théâtre qui était le théâtre de la Main d'Or, là où j'ai rencontré donc Joël Pomera qui donnait ses premières pièces. Et en fait, ces métiers de la scène, je les ai appris vraiment sur le tas. Voilà. Vous n'aviez pas une formation non, de la scène, non. Non, mon école, en fait, ça a été une petite compagnie anglaise que j'ai rencontrée donc là-bas. Vous êtes resté 7 ans, je crois. C'est ça, voilà, ouais, avec eux. Et donc j'ai tourné, on donnait des spectacles jeunes publics en anglais, dans des écoles, dans mais des où en préaux, France, dans des théâtres. En France. Que en France, ouais, mais avec des comédiens anglais, donc j'en ai profité pour apprendre l'anglais. C'était pas mal. Et voilà, et ça a été donc une école de terrain. Mais néanmoins, les études que j'avais faites m'ont permis de pouvoir avoir une connaissance du dessin. Et le dessin m'a permis, notamment en lumière, de pouvoir aller beaucoup plus loin, parce qu'on apprend assez peu finalement à dessiner en 3 dimensions. Alors aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de logiciels qui le font, mais moi, quand j'ai appris, il n'y avait pas encore de logiciel, donc on apprenait à faire des perspectives, à se projeter dans l'espace. Et voilà, la lumière, c'est un travail de se projeter dans l'espace. Alors Éric Soyer, une question de Béotien, veuillez m'excuser. Le travail du décorateur, du scénographe à l'opéra ou au théâtre et au cinéma, ça n'a rien à voir? Ou alors on peut faire les deux Je pense qu'on peut tout faire, c'est juste que c'est en fait des familles différentes, des familles artistiques et des familles économiques différentes. Notamment le cinéma, où là on rentre dans une industrie. Mais finalement, le travail de décor, on va dire, au théâtre, à la danse ou opéra, à partir du moment où c'est sur une scène, c'est la même chose. Les proportions, les dimensions changent, puisqu'effectivement, à l'opéra, on rentre dans des cages de scène souvent beaucoup plus grandes, avec des moyens aussi souvent plus importants qu'au théâtre, mais le cœur du métier reste le même. Enfin, le théâtre et l'opéra, c'est pas les mêmes contraintes non plus, parce qu'à l'opéra, donc, il y a des contraintes du chanteur, il y a des contraintes de l'orchestre, et au théâtre, c'est différent, il y a une temporalité différente, les acteurs sont moins soumis à la contrainte musicale et au temps musical, donc à chaque fois, ça vous refait un métier après, on va dire que même chaque famille a ses règles, effectivement, mais tout comme finalement chaque artiste avec lequel je collabore, de toute façon, a son langage. Après, oui, les contraintes d'un orchestre, effectivement, sont différentes, mais somme toute, c'est pas très éloigné. Voilà, par contre, il faut pouvoir y répondre. Alors, le fil rouge, c'est quand même Joël Pomera, parce que 20 collaborations ensemble, au théâtre, et puis là, c'est quoi? C'est le 4e opéra C'est ça, oui. Donc là, sur un texte qui n'est pas un texte de théâtre préexistant, mais justement d'après une œuvre de Zamiatine, cette inondation. Donc c'est un peu le fil rouge de votre collaboration, et puis il y a toutes les collaborations avec d'autres. Mais comment ça se passe quand vous vous retrouvez avec Joël Pomera? À chaque fois, vous remettez sur le tapis les choses pour éviter justement des redites par rapport à tout ce que vous avez fait, ou alors vous n'avez pas besoin de le faire volontairement? Alors, donc déjà, on a construit conjointement avec tout un tas d'autres gens la compagnie Louis Brouillard, donc qui est vraiment une compagnie comme Mouchkine par exemple avec sa compagnie, donc un certain nombre de gens avec qui on a pris l'habitude de travailler. Évidemment, tout ça se renouvelle en permanence, c'est vivant. Et puis après, c'est sur ces 20 spectacles, on pourrait dire qu'il y a eu des familles de spectacles. Donc il y a eu les spectacles jeunes publics, on en a fait Cendrillon, on a fait 3, oui, voilà, on avait commencé Petit Chaperon Rouge, Pinocchio, Cendrillon. Il y a eu des explorations donc au théâtre en frontal,
théâtre circulaire avec Ma chambre froide, théâtre bifrontal avec Les Deux Corées. Donc il y a eu un peu des familles et des cycles. Et c'est vrai qu'au bout de chaque cycle, en fait, Joël Pommeraye est quelqu'un qui a eu une grande capacité de renouvellement, dans ce sens qu'il y a toujours une grande part consacrée à l'exploration dans tous les spectacles qu'on a pu faire, et une remise en question, en fait, cyclique, du rapport au public, par exemple. Donc, d'où l'exploration de ces formes très différentes de théâtralité, jusqu'à Ça ira, par exemple, qui était un spectacle, on va dire, total, où finalement le spectacle était autant sur scène que dans la salle. Donc ce questionnement premier de, voilà, pour qui travaille-t-on, donc pour le public, et comment on se positionne. Et puis, dans l'écriture elle-même, en fait, finalement, au fur et à mesure des spectacles, on a constitué une bibliothèque dans laquelle on peut puiser, une bibliothèque commune, et avec énormément de choses qu'on n'a jamais montrées et utilisées, mais qui constituent, on va dire, notre fond de bibliothèque. Donc là, pour cette reprise, la reprise de la mise en scène, c'est Valérie Nègre. Donc elle reprend toutes les notes, c'est très précis. Il y a eu le spectacle qui a été filmé. Comment ça se passe justement? Alors oui, effectivement, il y a le premier document précieux pour elle et le document vidéo. Donc il y a eu une très belle captation qui a été faite d'Arte. Puis on a des captations en plan fixe qui permet de vraiment pouvoir étudier. C'est de cette manière qu'elle a pu étudier précisément la mise en scène. Elle a eu quelques discussions aussi en amont avec Joël, voilà, qui ne pouvait pas effectuer cette reprise. Et donc, elle s'inscrit dans la recréation, puisqu'il y a quand même des corps nouveaux sur scène et des gens qui n'ont aucune mémoire, puisqu'ils n'ont jamais fait de ce spectacle. Donc elle doit aussi bien, on va dire, quelque part respecter ce qui a été fait, mais aussi leur donner les clés à ces nouveaux venus, c'est bien le terme. Oui, puis il y a des enfants aussi. Il y a la maîtrise populaire de l'opéra comique, donc qui n'était pas là il y a 4 ans. Oui. Bon, après, le décor induit de toute façon des positions, des circulations assez fortes. Donc de ce point de vue-là, c'est pas trop complexe. Après, voilà, faut à elle de trouver les clés pour que les chanteurs puissent se réapproprier et réinventer ces rôles, puisque l'idée étant quand même qu'on ait l'impression que ça s'invente sous nos yeux. Alors avec Soyer, vous disiez que le décor il avait été conçu à Nantes, et alors pendant ces 4 ans, il était où ce décor? Alors, comme la vie de beaucoup de décors, il était stocké donc dans un container. Oui. Donc c'est les containers là en métal là que vous voyez là sur les super tankers, dans un port autonome, je sais pas où, près de Paris, bien rangé, propre. Et quand on l'a ressorti, tout était intact. On était vraiment très très heureux, voilà, qu'il n'y ait pas eu de méfaits par l'humidité ou ce genre de choses, quoi. Justement, il y a beaucoup de reprises des spectacles de Joël Pommeraye. Cendrillon, vous évoquiez tout à l'heure, ça a été repris notamment dans le privé, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Donc il y a des spectacles comme ça qui tournent. Donc à chaque fois, enfin, excusez ces questions pratiques, mais ça se passe comment? Vous ressortez les... Parce que là, vous multipliez les décors si c'est joué dans plusieurs... Alors ça arrive par exemple qu'on ait fabriqué pour certains spectacles 2 décors, notamment un pour pouvoir aller à l'étranger, puisqu'il y avait des temps d'immobilisation. Notamment par exemple pour tout ce qui est sur un autre continent, Asie, Amérique. Donc des temps de transport et d'immobilisation de 3 à 4 mois. Donc là, dans ce cas, on a 2 décors. Autrement, finalement, les décors, on a des entrepôts et puis il y a toute une logistique pour pouvoir finalement transporter, stocker, manutentionner. Donc quand on aussi, ça c'est un des autres aspects, quand on dessine les décors et puis qu'après on les fabrique. Nous, souvent, dans la compagnie Loubriard, on commençait par fabriquer les chariots pour pouvoir les transporter, pour être sûr qu'on ne les fasse pas à la fin quand il n'y a plus de sous, mais qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter de manière à ne pas s'abîmer et ne pas non plus abîmer les décors. Et le travail sur la lumière, ça doit être fascinant, parce que vous arrivez justement sur une situation préexistante, un décor, et vous recréez en fait un autre décor. Avec la lumière. Je pense qu'il faut voir les choses. Par exemple, si vous,
Si vous déménagez, que vous avez trouvé une maison, un appartement, évidemment, dans les choses qui vont vous plaire, c'est la disposition des lieux. Mais finalement, c'est aussi la manière dont la lumière rentre dans ces lieux. Donc finalement, c'est un peu la même chose. Moi, je m'occupe de faire rentrer la lumière dans les lieux. C'est un peu ça le métier d'éclairagiste, quoi. Ouais, c'est une belle définition. C'est sur cette définition qu'on va se séparer, Eric Soyer. Je rappelle que vous êtes le scénographe, donc responsable des décors, de la lumière sur ce spectacle incroyable qu'est l'inondation de Francesco Filidei et de Joël Pomera, donc d'après Zamiatine, qui est vraiment un opéra très très marquant. Enfin, moi j'avais vu il y a 4 ans et les images comme ça qui sont restées, pas seulement le décor, juste un mot justement parce que ce décor qui est tellement marquant. Est-ce que vous n'avez pas peur parfois, enfin excusez peut-être l'indélicatesse de ma question, de faire un décor qui soit trop écrasant par rapport et qui écrase justement le jeu des chanteurs ou des acteurs et qui soit trop présent et qui se fasse trop remarquer par rapport au message que veut faire passer un metteur en scène? Oui, c'est toujours le risque en fait. Il faut trouver cet équilibre entre spectaculaire et ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça, humilité, ou puisque finalement le spectateur vient pour vivre un moment particulier. Donc faut trouver l'endroit, et là on n'en a pas parlé, mais en fait il y a 2 décors dans ce décor, puisque finalement il y a une bascule à un moment qui s'opère et on arrive dans un hôpital. Oui. Donc c'est peut-être cet endroit qui fait que tout d'un coup le spectaculaire de cet immeuble s'efface au profit d'autre chose et on va dire d'une espèce de très gros plan sur une situation, quoi. Cette situation, on la retrouvera du 27 février au 5 mars prochain, l'Opéra Comique, cette inondation de Francesco Filidei et Joël Pomera. Eric Soyer, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci pour toutes vos questions passionnantes. Pour illustrer cet entretien avec le scénographe Eric Soyer, je vous propose non pas d'écouter un extrait de cet opéra, L'Inondation, dont il n'existe pas d'enregistrement, mais de rester en Russie avec le 2e concerto pour violon et orchestre de Serge Prokofiev, ici interprété par une jeune et magnifique violoniste, Maria Milstein. Elle est aux côtés de l'orchestre de Gelderland et Overijssel, dirigé par Abdo Tosk. Je vous souhaite une très belle écoute de cet enregistrement et une bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.